1943, Gita Malache reçoit en Hongrie, avec 3 de ses amis, un premier message d'un ange. Messages qui se succéderont pendant 1 an et demi. C'est en France, au sud de Vienne, dans sa maison au milieu des vignobles des Côtes-du-Rhône, que nous rencontrons Gita Malache. 82 ans, aujourd'hui l'unique témoin de ces dialogues avec l'ange. Gita Malache, bonjour. Bonjour. Alors, je sais que vous préféreriez que toute cette heure soit consacrée au dialogue avec l'ange, mais tant pis, on parlera de vous aussi, parce qu'on va essayer de vous connaître un peu mieux au travers de ces dialogues. J'ai lu que vous disiez « Je ne suis ni un psychanalyste, ni un gourou, ni un maître spirituel, ni une sainte, et je ne sais même pas faire une tarte aux pommes. » C'est vrai. Mais ça m'a rassurée, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'avais lu les dialogues avec l'ange il y a quelques années, et je vais tout à fait être honnête avec vous, j'avais refermé le livre en disant c'est beaucoup trop dur pour moi, je ne comprends rien, mais je savais aussi qu'il fallait que je vous rencontre un jour, que ça devait continuer cette lecture quelque part. Donc je me suis replongée dans les dialogues avec l'ange et c'est comme ça que je suis ici aujourd'hui et auprès du scribe des anges. J'avais un peu peur. C'est moi. Oui. J'avais un peu peur de me trouver en face du scribe des anges, c'était impressionnant. Et puis ça m'a rassuré cette petite phrase, la tarte aux pommes, là. Je trouvais que... je me suis dit, c'est pas une dame trop grave que j'ai trouvée trop mystique. Non, pas du tout. Très ordinaire. Et j'y tiens. Vous n'aimez pas qu'on vous considère comme une personne... Mais non. Aujourd'hui, tout le monde peut parler à son ange. C'est une chose naturelle. Et tout ce bavardage mystique, ce n'est pas ma langue. Je suis restée en vie pour prouver qu'une personne absolument ordinaire peut rencontrer son ange. C'est une chose naturelle et actuelle. Gita, on va essayer de faire les présentations. Bien. Puisque ces entretiens avec l'ange, vous les avez eus avec 3 amis. Alors on va peut-être présenter ces amis. D'abord Anna. Oui. Anna, qui est la personne qui a reçu vraiment le message de l'ange et qui vous l'a transmis, qui vous l'a presque dicté au moment même. Elle a entendu, son oreille intérieure était ouverte, comme disons Mozart, quand il fait une composition, son oreille intérieure est ouverte. Et en même temps, Mozart transmet ce qu'il entend, la musique céleste qu'il entend, la met dans des notes sur ses partitions. La même chose avec Anna. Elle a entendu la parole de l'ange et l'a traduit simultanément en paroles de notre langage. C'est un état où on est éveillé à 2 plans simultanément. C'est une conscience très aiguë et très éveillée. Ça veut dire sur le plan matériel et le plan spirituel. Oui. Anna était juive, mais n'était pas pratiquante. Personne. Nous étions un petit groupe de 4 amis. Personne n'était pratiquant. Et vous l'aviez rencontrée à l'école des arts décoratifs de Budapest. Oui. Hein? On la voit ici aussi avec Joseph, qui est devenu son mari. Oui. Là, il rentre d'une randonnée avec des grosses chaussures, avec un bâton. Mais lui non plus, lui était juif, mais non plus, donc pas pratiquant. Personne n'était pratiquant. Et lui était aussi dans la décoration. Lui était ce qu'on appelle aujourd'hui designer. Il dessinait des meubles. Dessinateur de meubles. Alors il y avait la douce Lily. Il y avait Lily qui avait ce qu'on dit aujourd'hui des cours de relaxation, presque yoga. Mais elle était, par sa douceur même, elle agissait. Tout le monde y allait, ses cours étaient fréquentés de façon extraordinaire. Et les gens partaient, ils recevaient quelque chose de plus que la relaxation corporelle. Et ça, c'est vous, Gita, à cette époque-là, donc au moment où il y a eu les entretiens avec l'ange. Ouais. Vous aviez 36 ans, là, à peu près. 36 ans. 36 ans. Vous n'aimez pas qu'on montre cette photo, ça vous ennuie? Oui, vous pouvez la montrer.
Et on va vous voir, alors quand vous étiez beaucoup plus petite fille, avec votre frère et votre maman. Oui. Votre maman qui était autrichienne. Ma mère était autrichienne et j'étais en Autriche jusqu'à l'âge de 15 ans. Mon père était officier de l'armée austro-hongroise, mais il était toujours en garnison en Autriche. On a changé en ce temps-là. Voilà votre père. Oui, oui, oui. Et on le voyait très rarement parce que nous avons passé tout notre temps dans la maison de notre grand-père jusqu'à l'âge de 13 ans. Vous ne le voyez pas beaucoup, mais c'est quand même peut-être lui qui vous empêchait d'extérioriser vos sentiments. J'ai lu ça quelque part. Il nous traitait comme des petits soldats. Ça vous plaisait, enfant? Oh non, pas du tout. Pas du tout, j'étais toujours rebelle. Et alors, vous avez donc fait ces études d'art décoratif à Budapest, et c'est là que vous avez rencontré Lili et qu'est née cette grande amitié. Nos tables étaient voisines. Et alors vous abandonnez tout ce qui est art décoratif pour faire de la natation. Oui, je nageais très bien. Déjà, j'ai nagé près dans mon enfance, dans des tourbillons des fleuves. Et en Hongrie, j'ai commencé à nager, j'étais très vite championne et record woman, et ça me flattait, j'étais gonflée d'orgueil. C'est vous là? Oui, c'est moi, et c'est la caricature de Hannah C'est Hannah a qui dessinée vous a... de moi. Là, j'étais après un championnat, j'étais très fière. Vous étiez jeune aussi, et puis championne. Jeune et bête. Championne de Hongrie, ça a duré 5 ans quand même. Oui, presque. Et puis vous en avez eu marre, comme ça tout d'un coup, une saturation? Moi, je laisse tomber d'un moment à l'autre des choses. C'est vrai? Oh oui. Mais parce que vous considériez peut-être que c'était pas... Non, j'avais votre voie. assez. J'avais assez. J'ai vu que c'était vraiment un orgueil de jeunesse. Et alors vous avez rejoint Anna et Joseph? Oui, et nous avons fait un atelier, nous avons fondé un atelier qui marchait très vite, très bien. C'est dommage, elle est très petite cette photo, mais elle est intéressante parce que c'est la seule photo de Budapest. Oui, c'est la photo de Budapest où nous étions sur le toit. Nous avons eu un atelier au dernier étage d'une maison et il y avait un jardin de toit et c'était au-dessus du Danube. On voit le Danube dans le fond. Là. On voit le Danube dans le fond et on voit aussi le Parlement. Et on voit une affiche touristique que nous avons fait pour l'État hongrois du Parlement. Donc c'était une affiche que vous aviez créée? Oui. Tous les trois? Non, Anna et vous? Anna et moi. Nous étions les dessinatrices, lui était le designer du meuble. Mais si vous aviez des commandes, parce que vous dites que c'était pour l'État hongrois... Tout de suite. Parce que vous étiez très connue, sans doute. C'est ça. La Hongrie, c'est un petit peuple, 10 millions. Et au moment où ils ont des champions, ils sont fiers, ils les adorent. C'est une idolâtrie. C'est pourquoi toutes les portes étaient ouvertes. Si je voulais décrocher une commande, la porte était ouverte. Mais vous alliez, vous dépassiez la Hongrie, là, pour votre travail, quand vous êtes allé à Londres, au Claridge. Je l'ai repéré, cet événement-là, parce que je trouve que c'est important. Déjà, votre ange, il s'est manifesté ce jour-là, non? C'était pas lui? J'étais invitée à faire les décorations Old Budapest pour un bal de charité de la Queen, sous le règne de Queen Mary. Alors, c'était la haute société. C'était au Claridge. Toutes les chambres, salles de bal, je les ai transformées en Old Budapest, parce que c'était le temps où le duc of Windsor était très souvent à Budapest, il était très populaire. Alors, on a choisi le titre Old Budapest. Et puis là, j'étais aussi, il y avait beaucoup de succès, et j'étais, avant 2 minutes avant l'ouverture du grand bal et du bazar, j'étais de nouveau gonflée.
Grisé par le succès. Oui. Par mon succès. Et un ouvrier est sorti portant une petite poutrelle. Le dernier moment, elle a touché mon œil et j'avais tout de suite un œil noir, comme un boxeur. Et je savais que c'est quelqu'un qui me l'a fait, qui m'aveuglait, et que c'était une justesse extraordinaire. Je l'ai accepté tout de suite parce que j'ai vu de nouveau que j'étais très orgueilleuse. Mais donc, c'était quelqu'un qui vous punissait de cette vanité, quoi. C'était ça. Même pas punissait. Il me signalait. Mais vous ne saviez pas qui c'était? Non. Mais je savais que c'est plein d'amour. C'était une leçon pleine d'amour et d'un amour autre que l'amour humain. Je l'ai accepté, mais immédiatement. Et j'en étais contente et soulagée. C'est très curieux. Psychologiquement, c'est très curieux. Mais là, je savais que c'est un contact avec quelqu'un qui est juste. Et que je le connais, tout en ne sachant pas qui c'est. Vous le connaîtrez 10 ans plus tard. Oui. Gita, vous avez aussi fait autre chose. Mais vous avez déniché ça. Vous étiez costumière de l'ensemble populaire de l'État hongrois. Oui. Alors ces dessins-là, c'est bien de vous? Oui. Vous n'aimez plus ces dessins? Je n'aime rien qui est du passé. C'est vrai? On peut quand même le montrer. En plus, c'est beau. Vous aviez une technique incroyable. Hein? Oui, technique et tout ça, mais ça ne me plaît plus. Mais c'était quand même un rôle important, costumière, non? J'étais la décoratrice du ballet hongrois. Oui. C'est parce que je connaissais très bien le folklore hongrois. Par exemple, comme vous le voyez ici sur cette caisse, c'est une vieille technique du XVIIe siècle. Là, il y avait dans chaque village, il y avait une femme peinte, une paysanne qui faisait les caisses de mariage. Et celle-ci, elle était très célèbre, qui m'a passé cette technique. Ça, c'est un pinceau plat. Elle met ici du blanc, elle met ici du rouge, et avec un coup de main, il y a tous ces dégradés. Et c'est toujours vivant, ce n'est jamais géométrique. Vous croyez que ça réussit à tout le monde, simplement en faisant ça? Avec un peu de technique, oui. Technique, un peu de sensibilité. Un peu de sensibilité, et puis un peu de sentiment pour les couleurs justes. Et c'est à cette époque que vous peignez déjà des portes et tout ça? Oui. Ah, mais moi j'ai des photos là. On vous voit peindre. Ah non, ça c'est déjà en France. Parce que des architectes m'ont... Oui, des architectes m'ont demandé pour leur chalet à Briançon, des chalets rustiques, de faire des peintures. Comme ça, c'était une petite sensation. Et quand vous faisiez du papier d'emballage, ça c'était aussi en France alors? Oui. Vous avez fait Vous êtes bien informé. J'en ai là, attention, regardez, c'est même signé Gita Malache. Mais d'où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Enfin, vous aviez quand même une vie passionnante, non? Toutes ces commandes, ces choses différentes, vous voyiez beaucoup de monde, vous faisiez un métier intéressant. Oui, passionnante, mais j'ai payé le prix. Ça vous suffisait pas? Pourquoi vous avez payé le prix? J'ai rencontré en plein fouet le nazisme et le communisme. C'est un grand prix à payer. Vous avez quitté... Je suis restée en Hongrie sous le stalinisme encore 15 ans pour ma famille. Vous avez quitté Budapest alors pour aller dans les environs de Budapest à Budaliget avec vos amis? Ça c'était avant que Hitler ait occupé la Hongrie. Oui. Là, nous nous sommes retirés. Bien, on a gagné bien la vie, mais nous avons senti que toute cette vie est suspendue sur un abîme, sur un fil. Et on peut tomber dans cet abîme. Et nous nous sommes dit, on va louer une petite maison dans un village
près de Budapest, on va gagner justement ce qui est nécessaire pour la nourriture quotidienne. C'est courageux, hein, alors vous aviez un atelier qui fonctionnait merveilleusement bien. Non, ce n'était pas courageux. Nous étions tous comme ça, on laisse tomber d'un moment à l'autre, on ne s'attache pas. Et là, nous avons travaillé une demi-journée, et puis nous avons cherché vraiment la vérité qui est cachée dans cette vie de mensonge. Le mensonge politique était déjà... Quand chaque gosse savait que si Hitler dit que la Hongrie va rester intacte, neutre, que dans 3 jours elle sera envahie. Et nous avons cherché notre propre vérité dans cette marée de mensonges. Et chaque soir, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, où est notre vérité individuelle? Et on l'a trouvée. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que je vous ai dit, Hannah a traduit la parole de l'ange. Mais ce n'était pas une promenade sur les Champs-Élysées. La première chose que j'ai vue, c'était mon propre portrait psychologique, mais vu par la vérité. Ce n'était pas beau. Oh non. C'était très difficile à digérer. Elle vous trouvait superficielle. Enfin, je me suis vue avec l'œil de la vérité. Ce n'est pas agréable. Mais Gita, lorsque vous aviez des discussions, généralement vous parliez entre vous, et puis quand il y a eu Anna qui a annoncé « Attention, ce n'est plus moi qui parle », vous n'avez jamais eu un peu peur en se disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est-ce qui parle ?» C'était absolument naturel. C'était le plus naturel qui existe. Chaque être qui... Toi, quand tu es au sommet, moi je tutoie chaque personne qui est en dessous de 60 ans. Alors tu es bien au-dessous de 60 ans. Je te tutoie. Chaque être qui est au sommet de sa propre question a le contact, peut avoir le contact avec son propre ange. Mais qu'est-ce que c'est que l'ange? Oui, parce que... Ce n'est pas cette notion fade, affadie qu'on nous a inculquée pendant des années, des siècles et des siècles. L'ange, c'est ma moitié vivifiante. Et moi, je suis sa moitié vivifiée. L'ange est mon être de lumière, moi je suis son être de matière. L'ange est l'être éternel. Moi je suis son outil limité par le temps, mais son outil libre. Mais c'est pas un petit peu ce qu'on appelait l'ange gardien avant? L'ange gardien est une expression très gentille pour des enfants qui ont peur. Par exemple, une jeune fille de Bernard Monteau, sa fille, a dit « Oui, grand-mère, elle a 11 ans, grand-mère nous garde, et c'est très bien. » Les enfants ont peur, alors on dit ange gardien. Alors, ces entretiens que vous aviez eus le 23 juin, je crois 43 pour la première fois, ils vont se répéter presque tous les vendredis. Tous les vendredis. Tous les vendredis, à la fin, beaucoup plus quand nous étions en danger de mort. Alors l'ange a pris la parole n'importe quand nous avons eu 1 minute de temps. Vous pouviez lui poser des questions, mais moi, et chacun avait son ange, c'est ça qui est drôle. Joseph avait son ange. L'ange est ta préfiguration dans l'esprit, et tu es sa figuration dans la matière. C'est ton individualité parfaite. Toi, tu es son outil imparfait. Oui, mais c'est pour ça, alors, parce que moi, je trouvais quand même que l'ange, à chaque fois qu'il s'adressait à vous, Gita, je le trouvais très dur. Alors qu'avec Lily, il était gentil, il était doux. Ah, mais parce que moi, j'étais, comme je t'ai dit, gonflée d'orgueil, très dynamique, très peu de douceur. Et alors, l'ange, naturellement, de Lily, qui avait
enfance très dure. Elle n'était pas aimée par ses parents. C'était un enfant d'une famille nombreuse qui est tombé encore à la fin. Qui n'était pas désiré. Pas désiré. Alors l'ange était douce pour la soulever un peu de cette oppression, de ce manque d'amour. Il comblait le manque d'amour. Mais je trouve qu'il est autoritaire hein, quand même parfois, parce que quand il dit... Avec Lily? Avec Lily, je ne sais pas. Non. Mais quand même, il dit à Lily, ne te farde pas. La vraie couleur est toujours donnée. Te peindre, c'est te fermer. De quoi il se mêle, j'ai envie de dire, non? Lily était très souvent d'une santé un peu pauvre. Et quand elle était pâle devant ses élèves, elle se fardait, elle se mettait un peu de rouge pour être fraîche. C'est un mensonge. L'ange ne supporte aucun mensonge. Que ce soit la parole ou que ce soit le phare. Il ne doit pas être content pour le moment. Le mien. Mais c'est ta profession. Ah bon, ça va alors, ça va. Mais par exemple, il dit aussi, ah oui, il vous reproche d'avoir parlé trop vite, et puis il dit, bon, maintenant tu peux parler. Mais c'est très autoritaire, ça, quand même. Mais je lui ai coupé la parole. Vous ne pouvez pas. Il y a un respect du sacré qui est exigé. C'est un tout autre monde. C'est un monde vrai. Ce qui m'a rassurée, Gita, c'est que vous dites quand même que parfois vous ne pouviez pas suivre ou ne suivre que difficilement ce que l'ange disait. Et parfois ça allait tout seul. Oui. C'était dur pour vous aussi. Mais maintenant je découvre des choses que je n'ai pas compris. Parce que c'est un enseignement de croissance constante. Ce n'est pas un enseignement où il y a des vérités posées qui sont toujours les vérités. Ce que l'ange a dit aujourd'hui peut être demain ou après-demain tout à fait autre. Parce qu'entre-temps, nous avons fait un chemin. L'ange disait au début, accueille la souffrance, elle t'enseigne. Quand j'ai appris la leçon à la fin des entretiens, il m'a dit, la souffrance n'est plus nécessaire. C'est contradictoire. Mais ce livre, ou ce que j'ai noté, cet enseignement, est un enseignement individuel de croissance, de crise en crise, d'échec en échec, de succès en succès. C'est toujours autre chose. L'ange a dit, l'éternel, ce n'est pas l'éternellement répété, mais l'éternel nouveau. C'est un renouvellement, c'est la vie même. Éternellement renouveau. Un changement. Gita Malach, cette période des entretiens correspondait à une période très dramatique partout en Europe, mais en Hongrie aussi. Alors, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait l'antisémitisme qui régnait déjà depuis de nombreuses années. Et puis là, à ce moment-là, c'était vraiment les Juifs qui étaient recherchés, qui étaient emmenés, déportés dans des camps de travail. Oui. Et c'est Joseph qui est parti le premier. C'est Joseph qui est parti le premier. Et puis, est-ce qu'il faut que je raconte toutes ces histoires-là? Je ne l'aime pas. C'est trop dur. C'est trop dur pour vous? Oui, je n'aime pas. J'ai fait tous les trucs pour sauver une centaine de femmes et enfants juifs. Et vous y avez réussi? Dans cette usine de guerre, là, de confection militaire? J'ai réussi, mais parce que je savais bien mentir. Vous avez même eu la complicité des SS pour m'aider. Je me suis procuré d'une façon pas tout à fait légale un certificat allemand avec la croix gammée. Et là, j'ai séduit les nazis. Ils m'ont aidé avec des grenades à main à protéger les juifs. Contre les nazis hongrois? Contre les nazis hongrois. Mais c'est trop long, je ne veux pas. Non, mais on peut simplement dire que presque tous ont été sauvés grâce à vous. Tous ont été sauvés, sauf qu'ils ne voulaient pas se sauver, et c'était Hannah et Lily, parce qu'ils savaient, déjà une fois, on a voulu me fusiller parce que j'ai un peu... Bien, laissons.
Oui, mais moi je vais le dire si vous ne le dites pas. Oui, dites-le. Les nazis sont arrivés, il y a pas mal d'ouvrières, entre guillemets, donc de femmes qui sont parvenues à s'échapper, des juives. Oui. Et puis à vous, on a demandé combien y a-t-il ici d'ouvrières qui travaillent. Évidemment, vous ne pouviez pas le dire puisque vous ne saviez pas combien s'étaient échappés. Oui. Alors, vous ne saviez pas quoi, vous avez dit si ce n'est pas le nombre exact, on vous fusille. Et puis tout d'un coup, un nombre vous est venu comme ça dans l'esprit. Oui. 72, 72. Oui. On a compté, il y en avait 71, 71 qui étaient là, pas 72. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui est sortie des toilettes qui s'était cachée là. Oui. Alors ce nombre, il vous est venu de qui? De l'ange. Il vous a aidé là, c'était vraiment clair. Oui. Autrement, j'aurais été fusillée sur place. Anna et Lily vont mourir, elles aussi, dans des wagons entassés un peu avant l'arrivée des Alliés. Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer là? Vous vous retrouvez seul avec ce message, ces entretiens que vous avez eus avec l'ange, avec les anges, et vous êtes seul à devoir transmettre ce message? Oui, quand j'ai entendu qu'ils ne reviendront pas des camps de concentration, je n'ai rien dit autre que maintenant c'est moi qui dois porter tout. Je savais que ça m'est confié et Hannah a toujours dit, si une de nous doit survivre, c'est toi. Ça veut dire moi. Et je suis restée en Hongrie aussi longtemps que c'était nécessaire pour la survie de ma famille. Et au moment où c'était possible, avec une petite valise et les documents, je suis partie en France. Eh bien, vous allez retrouver, vous voyez un petit écran là, on va retrouver sur ce petit écran quelqu'un qui vous a connu quand vous êtes arrivé en France et qui a essayé avec d'autres de vous aider au point de vue passeport, avec toutes les choses comme ça. Mais quelle surprise! Ça alors! J'espère que vous allez la reconnaître. Je crois que oui. Mais vous êtes un... Ah, c'est Nadia! Vous vous souvenez de votre toute première entrevue avec Gita Malaj? 1960, 1988, je mentirais, je me souviens plutôt de l'atmosphère dans laquelle cette rencontre s'est faite. Comme je vous le disais, elle débarquait vraiment de Hongrie, où elle laissait derrière elle sa famille, son frère, ses neveux, tout ce pays dans lequel elle avait vécu tous les événements pour lesquels vous êtes là. Et elle se rendait parfaitement compte qu'elle ne pouvait pas mener à bien l'aboutissement de cette tâche si elle y restait. Donc elle est partie. Mais vous avez appris très rapidement ce qui s'était passé en Hongrie. Quel message elle détenait? Je ne pouvais pas ne pas l'apprendre, puisque c'était la raison pour laquelle elle était là. Elle est arrivée avec ses 4 petits cahiers noirs sous le bras, et elle avait à peine de quoi se vêtir, puisqu'elle était partie officiellement pour un court séjour. Mais ça n'a pas été comme ça dit, je suis arrivée pour. C'était dans toute cette ouverture qu'elle avait vers les gens qu'elle rencontrait, dans lesquels elle cherchait visiblement des personnes qui avaient cette direction de recherche. Et c'est comme ça que se faisaient les relais amicaux. On va te faire connaître telle personne, ah, viens, etc. Et elle a donc connu quelques personnes qui avaient ce qu'on appelle d'une manière assez, comme ça, générale, une recherche intérieure. Et ce qui fait que toute sa vie est jalonnée par des amitiés successives, dont j'étais par hasard une des premières, et qui toutes, jusqu'à maintenant, sont toutes des personnes qui, comme elle, ont une écoute et qui ont été complètement, non pas bouleversées, pas dérangées, pénétrées par la puissance de ce message, et surtout quand on la connaît. Parce que moi-même, je ne suis pas sûre que si j'avais vu ce livre à la FNAC, comme il se vend maintenant par pile, que je l'aurais ouvert, que je l'aurais acheté, j'en suis pas sûre, tellement il est dense, il est fort, il est puissant. Mais connaître directement, entendre, voir comme je vous vois, entendre comme je vous entends,
l'attitude, le comportement de la personne qui l'a vécu, ça change tout, complètement tout. Et je peux dire que, donc, pour ces presque 30 ans depuis lesquels je la connais, je n'ai jamais vu. Et Gita ne pas être complètement le témoin dans son comportement, énergique, jamais découragée, toujours lumineuse, toujours rayonnante, toujours active, toujours fervente, et très les pieds sur terre, agissant, pour faire passer ce message. Et jamais je ne l'ai vu dans... J'ai vécu beaucoup de moments de voyage, d'intimité, dans sa chambre, dans sa cuisine, avec elle, avec son mari. J'ai beaucoup vécu avec eux comme ça. Jamais, c'était toujours dans le moindre détail, toujours. Alors ça, c'est exemplaire, hein, c'est sans bavure. C'était la surprise. La petite Nadia Schild, c'est un bulldozer russe. Elle a un cœur comme ça. Vous aussi, elle dit, vous êtes généreuse. Mais il y a aussi quelque chose qui revient toujours quand on parle de vous, c'est votre dynamisme, votre joie. Et alors, c'est drôle de constater qu'à 12 ans, quand votre maman demande à votre frère et à vous, mais qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Vous répondez, enseigner la joie. Oui. C'est extraordinaire. Non, c'est naturel. Quelque chose de ma profondeur, de ma tâche profonde a surgi déjà à cet âge-là. Tout le monde a une tâche. Découvrir sa propre tâche, c'est une joie. Parce que là, la vie devient passionnante, même si elle est dure, mais passionnante. On parlait des formalités que Nadia avait dû essayer de faire pour vous faire rester en France, en C'était fait. un roman, vraiment un roman de policier. Et vous, quand vous étiez à peine là, vous vous êtes mariée avec Oui. Lassie. Oui. C'est Lassie qu'on dit. Oui. Voilà, C'est voilà. Ladislas. Il Vous s'appelle préférez Ladislas. peut-être cette photo-là. Oui. Là, nous étions à Fontenay-Rose. On avait très vite un joli appartement. En face, sur la colline, en face de Orly, on avait une vue splendide de Montargis jusqu'à la Tour Eiffel. On voyait Orly le soir, les lumières, les avions venir et partir sans les entendre. C'est magnifique. Oh, c'était magnifique. Mais moi, je ne veux pas être indiscrète. Vous me dites Oui. si je le suis. Oui. Mais votre mariage avec Lassie, c'est quand même une merveilleuse histoire d'amour. Oui. Et c'est le hasard qui a quand même fort joué au départ. Il y a un scénario, pas un hasard. Si quelqu'un attrape le bon scénario, il joue son rôle. Et là, le rôle de Lassie, c'était quand même curieux. On lui a demandé s'il ne voulait pas... Enfin, moi, j'ai cette version-là, vous me direz si je me trompe. Oui. On lui a demandé de bien vouloir prêter son nom, presque, pour devenir votre mari, un mariage blanc pour que vous puissiez rester en France. Dans ce temps-là, un mariage en France n'était pas péjoratif pour la famille. J'avais deux chances. Une très difficile pour que je ne pouvais pas accepter, de me déclarer réfugié politique. Ça aurait eu des répercussions pour ma famille, ou de me marier, ce qui était inoffensif pour ma famille. Mais j'avais 53 ans, pas un sou. J'avais tout de suite un emploi dans une grande boîte américaine pour des disques classiques, dont le directeur s'appelait Mendelssohn Bartholdy, ce qui est très décoratif pour une boîte de musique classique. Et j'y étais très très contente. Mais le problème se posait. Je dois me marier, mais très vite, pour avoir le passeport valable de rester en France légalement. Il y avait seulement le mariage. Alors, comment? Et il a accepté tout de suite et c'était un ménage merveilleux. Il a accepté tout de suite. Sans vous connaître. Sans me connaître. Et après le mariage blanc, 2 mois, il a dit « Madame Valder, je voudrais bien vous épouser. » Pour du vrai, là. Pour du vrai. Comme on dit.
Et alors ça va se passer... Ça, c'était un typique, un exemplaire du grand scénario qu'il faut flairer. Mais le scénario est là. Si on le découvre, tout va bien. Parce que ce n'est pas pour mon bonheur, pour privé, c'est pour quelque chose, pour que le dialogue avec l'ange puisse paraître. J'ai travaillé moitié temps, et l'autre moitié de temps, je me suis mis avec une amie, elle aime Boyer, et mon mari a traduit pendant 10 ans les dialogues. Et c'est le livre de base pour toutes les autres traductions. Hélène Boyer m'a dit que c'était quand même un travail extrêmement difficile, puisque c'était Lazy qui avait traduit du hongrois en français, oui. Mais qu'après, elle voulait recorriger ce français que Lazy ne connaissait pas bien, mais qu'il fallait tellement trouver les mots justes, ne pas se tromper. Elle était formidable, formidable. Je sais que Madame Aubier, la directrice de la maison d'édition Aubier, elle avait très peur que c'est un mauvais français. Quand elle l'a lu, elle a dit, mais c'est un très beau français. On peut peut-être le montrer, ce livre, quand même, Dialogue avec l'ange, qui est sorti en 76, oui, 76. Il est là-dessous, le voilà. Tout blanc. Tout blanc. Dialogue avec l'ange, oui. C'est tout. Ça suffit. Et tous les autres, maintenant il y a 12 traductions, c'est toujours le blanc, sans auteur, sur un dialogue avec l'ange, ou la réponse de l'ange, ou le titre qui sort le mieux dans la langue. En voilà 2 autres. Le tout nouveau, ça c'est le saut dans l'inconnu. Mais ça, ce sont déjà des livres explicatifs, parce ouais. qu'après la parution de ce livre, Claude Métras, qui a fait la première émission, m'a dit, il faut que tu répondes à toutes les questions. Je dis, je répondrai, comme une bonne élève. Mais je ne savais pas à quoi je m'engage. Alors j'ai reçu un tel courrier que je n'ai pu répondre que par des livres. Alors ce sont mes réponses aux livres des auditeurs. Mais, bon, des lecteurs, maintenant vous en avez dans le monde entier, puisqu'il y a 12 traductions des dialogues avec l'ange. Oui. C'est devenu universel. Oui. Et maintenant, vous allez voir, il y a quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Françoise Hardy. Je ne la connais pas. Vous ne la connaissez pas, mais vous je ne l'ai jamais vue. Vous allez la voir quand même à la télévision, là, sur l'écran. Mais ça, c'est une lectrice assidue des dialogues avec l'ange, comme il y en a maintenant des milliers et des milliers dans le monde. Oui. Alors, on va voir ce qu'elle en pense, si vous voulez bien. Avec plaisir. Ça, c'est la surprise. Françoise Hardy, j'ai entendu dire que Dialogue avec l'ange était votre livre de chevet. Alors, est-ce que c'est exact? C'est exact dans la mesure où il se trouve avec 2 ou 3 autres livres au-dessus de mon lit et que je le regarde, ce livre, donc je l'ouvre et j'en lis certains passages, non pas tous les jours, mais parfois. Quand vous l'avez lu la première fois, ça ne vous a pas paru hermétique, ce message? Non, effectivement, il y a des passages dans ce livre qui sont un petit peu difficiles à comprendre, mais je trouve que un des intérêts, c'est loin d'être le seul, de Dialogue avec l'ange, c'est qu'on peut l'ouvrir n'importe où, et que si l'on tombe sur un passage que l'on comprend mal, eh bien on passe tout simplement à un autre passage. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très claires, au contraire, très claires mais très riches. Ça veut dire qu'il y a des phrases comme ça qui ont l'air limpides, mais je dis qu'elles sont riches parce que elle suscite véritablement une réflexion, une méditation. En fait, ce sont des phrases, il y a beaucoup de phrases en dialogue avec l'ange qu'il faudrait méditer véritablement. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire un peu. Ce livre est parvenu à changer quelque chose dans votre vie ? Alors le changement, ça c'est difficile parce qu'on ne change jamais comme ça du jour au lendemain. C'est justement à force, comme je disais, de méditer certaines phrases, d'y réfléchir, que peut-être petit à petit, presque à son insu, certains changements se font. Je ne sais pas, je pense par exemple à une phrase, il y en a des tas, mais
celle qui me vient à l'esprit maintenant, c'est celui qui va trop lentement s'approche de la mort par derrière, celui qui va trop vite s'approche de la mort par devant. Moi, j'ai tendance à aller trop vite. Alors, bon, à force de réfléchir à cette phrase, ou de l'avoir en tête, il est un fait que j'essaye quand même de me corriger un petit peu sur ce plan-là, mais encore une fois, ça ne peut se faire que progressivement. En tous les cas, je constate que, par exemple, quand les situations ne se passent pas, enfin ne sont pas telles qu'on avait prévu qu'elles soient, au lieu de faire un certain forçage, au lieu de m'impliquer un petit peu trop, comme j'avais l'habitude de faire avant, j'ai plutôt tendance maintenant à laisser faire, Mais bon, ce n'est peut-être pas que cette phrase de dialogue avec l'ange qui m'y incite. C'est parce qu'il est en dehors de toute doctrine, de toute religion, que vous appréciez un livre comme Dialogue avec l'ange? J'ai peur de me répéter en vous disant que c'est à cause de la richesse des messages et de toutes les réflexions que ces dialogues peuvent suggérer. Je trouve qu'il y a quand même des passages qui font penser à certaines références religieuses. Je trouve que c'est un livre qui est non pas imbibé, mais qui parfois est teinté de judéo-christianisme. Et je trouve que ce livre, une des choses qui donne de l'intérêt à ce livre, c'est malgré tout la dimension, je ne dirais pas religieuse alors, mais je dirais la dimension spirituelle, qui est toujours une ouverture, cette dimension, et qui est également très porteuse d'espoir. Enfin, pour moi, ça fait véritablement un des intérêts, je dirais, fondamentaux de Dialogue avec l'ange, qui est cette dimension-là. Un livre positif. Ah oui, certainement, ça positif à 100%. Elle est bien. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle raconte? Mais oui, mais chacun le vit à sa façon, selon son individualité. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ouvre ce livre et va le comprendre d'un bout à l'autre. Pas du tout. Moi, je commence à comprendre la deuxième partie. Mais c'est vrai que chacun y trouve ce qu'il cherche, C'est un ce dont il a livre, besoin. c'est une nourriture de notre temps. De notre temps au seuil d'une nouvelle époque, de l'homme du Verseau. Moi, j'ai lu que vous-même, il y avait des passages qui vous avaient plus étonné que d'autres. À l'époque, Oui. naturellement. Mais maintenant, je suis vraiment, depuis mon accident de voiture, je suis concernée avec le temps qui vient et qui est chargé de possibilités qui n'ont pas été possibles jusqu'à maintenant. La science, il va de votre Prigogine, qui dit que chaque être a la capacité d'un autodépassement. C'est la même chose que l'ange. L'ange, les paroles de l'ange, il y a 50 ans, on aurait pu dire c'est utopique. Aujourd'hui, c'est flagrant les parallèles, les convergences de la parole de l'ange et de la science quantique. Et mon prochain livre sera fait avec un scientifique. Avec Michel Cazenave. Ouais. Et vous allez faire le parallèle entre la science ce sera et le un livre message de l'ange. bilingue. D'un côté, la parole de l'ange, de l'autre côté, la science d'aujourd'hui. Et vous avez aussi été invité au colloque de Cordoue, Guy Tamalache, non? Mais c'est depuis ce temps-là, quand Michel Cazenave m'a invité, je dis, mais pourquoi? Moi, je ne suis pas scientifique. Non, venez. Le thème était science et conscience. Le thème était science et conscience, et sur l'affiche de Cordoue, on voyait la tête d'Einstein, et de l'autre côté, l'ange de Reims, avec son sourire. Au fond, une galaxie. Et le titre était « Les deux lectures de l'univers ». Alors,
le livre que je ferai avec Cazenave, ce sont les deux lectures de l'univers, mais les lectures d'aujourd'hui qui n'auraient pas été possibles il y a 50 ans, parce que la science a évolué. Mais j'aimerais bien me revenir à quelques petits points comme ça. Je vous parlais du mal et du péché, et c'est vrai que moi aussi ça m'a impressionné quand on dit le mal et le bien en formation. Le mal n'existe pas. Non. C'est formidable quand on entend dire ça, le mal n'existe pas, mais seulement... Mais c'est une énergie, et l'homme est créé pour mettre ces énergies en place. C'est notre côté créateur. Nous sommes créateurs et créatures en même temps. Mais Moitié créateur, moitié créature. Et les énergies sont là, c'est un matériel. Nous pouvons nous enfoncer dans le mal ou nous pouvons transformer cette énergie. Et ça devient un flamboiement de joie quand c'est à sa place. Par exemple, une colère ou quoi, on peut la transformer. Mais oui, mais oui. Mais comment? Mais même les scientifiques, quand ils regardent des quantas, ils influencent la matière par leur regard. L'homme influence les énergies. Au moment où vous ne vous laissez pas emporter par le petit ego, qui est très bien à sa place, ou par votre émotivité, vous transformez. Par cette émission que vous faites, vous allez voir que vous êtes transformé, parce que vous avez prêté votre voix, vos cordes vocales, votre énergie à quelque chose qui est évolutif. Ça vous transforme. C'est normal, c'est 2 fois 2 fois 4. C'est naturel. Seulement, les lois simples nous sont tellement compliquées qu'on ne reconnaît plus les lois simples et naturelles. On voit le spectaculaire, le miraculeux, le sensationnel. Ça, c'est la chose la plus simple. Vous êtes moitié Dieu, moitié terre, moitié créature, moitié créé. Moitié créateur. Vous avez d'ailleurs fait un petit schéma là qui est très explicatif à ce sujet, non? Oui. C'est un peu encombrant, mais... Ça, c'est le schéma comme l'ange nous a enseigné. Il y a le monde créé, le monde créateur. Il y a les 7 forces. L'homme et tout l'univers est créé de 7 forces. Et c'est cette force, au moment où ils vont s'unir, parce que pour le moment, l'homme est encore une esquisse d'un chef-d'œuvre possible. Ça, c'est le monde créé. Là, le monde créateur, l'ange, à son degré le moins intense, peut se relier à l'homme. Si les deux sont en équilibre, c'est l'homme nouveau, qui vit simultanément l'esprit et la matière. Et donc un équilibre entre l'esprit et la matière. Un équilibre entre l'esprit et la matière, entre la lumière et la matière, entre le créé et le créateur, mais vécu simultanément. Parce que dans les temps anciens, on a maltraité le corps pour s'élever dans l'esprit. Ce n'est pas ça. L'ange dit s'envoler dans l'esprit, s'évader dans l'esprit, c'est l'ancien. S'enfoncer dans la matière, c'est la mort. Mais vivre les deux, unir dans l'homme, ça c'est le nouveau. Et le vivre simultanément, et c'est une vie extrêmement riche. Ça c'est l'homme nouveau, c'est tellement galvaudé déjà, c'est utilisé. Mais l'homme qui vit simultanément les deux, le monde créé, le monde créateur, il est moitié Dieu, moitié terre. C'est passionnant. Simultanément. Mais c'est pour quand? C'est pour qui? Pour aujourd'hui, pour maintenant. Pour maintenant. Parce que c'est possible maintenant. Nous étions des petits échantillons, des précurseurs.
Le printemps s'annonce par la perce-neige, non? Mais elle a une vie très dure. Elle doit percer un sol très dur, gelé. Il y a des vents. Il n'y a pas encore de soleil. Mais elle annonce le grand printemps de l'humanité. Il y a 50 ans presque. Maintenant, avec toute la facilité du printemps nouveau, vous pouvez vous épanouir, vous êtes déjà une tulipe, un lilas, plus de perce-neige. Tout le monde a maintenant la possibilité de son individualité accomplie. Et là, à votre sommet, où vous vivez vraiment votre individualité, là, au sommet de notre individualité, l'ange peut poser le pied. Et les deux courants, esprit, matière, sont un. Lita, j'ai relevé quelque chose qui m'intéresse aussi, parce que ça me perturbe toujours, le bruit dans le dialogue avec l'ange. L'ange parle du bruit et dit, le bruit ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et je crois que c'est à vous qu'il disait, je ne suis pas sûre que ce soit à vous, tu fuis inutilement le bruit. Le silence n'est pas dépendant du bruit. Oui, je sais. C'était mon grand défaut. L'ange me reprochait beaucoup qu'il n'y a pas de silence en moi. Parce qu'au moment où on a un silence intérieur, on est relié à son ange, il peut avoir du bruit dehors, ça ne vous perturbe plus. Vous y êtes arrivé maintenant? Difficilement. Moi qui mettais tous mes espoirs là-dedans. Non, je ne suis pas encore une sainte. Je n'ai aucune ambition. Mais je trouve curieux que cet ange qui dit le silence est à l'intérieur, c'est pas grave s'il y a du bruit autour, mais d'un autre côté, il vous pousse à aller vivre plutôt à la campagne, d'aller faire des promenades dans la forêt. Non, il m'a dit seulement chante pour moi dans la forêt, parce que j'étais très crispée. Et chanter, c'est un moyen formidable de détente. Mais c'est un hasard si vous habitez pour le moment au milieu des vignes ici, dans la vallée du Rhône, que non, vous parce avez... que pour mon travail, pour ma tâche, c'est mieux que d'habiter à Paris. Vous avez habité aussi à Sauveterre, là, une maison de Vigénier. Oui, mais je ne peux plus... On peut la montrer quand même, parce oui, que je oui, sais que oui, vous y avez oui. vécu longtemps. Oui, Vous avez aimé. Oui. C'était une vieille maison qu'on a retapée, où on était très très bien. Mais après... Et vous regardiez des bandes dessinées apparemment aussi? Quoi? Ce sont des bandes dessinées que vous lisez là? Je ne sais pas ce que je dis. Astérix. Ah, Astérix! Non, j'aime mieux Lucky Luke. Je ne peux plus suffire à moi-même avec mes bras cassés après mon accident de voiture. Et quand... C'est une histoire un peu plus longue, mais belle. Quand Jacques Chancel m'a fait passer par sa radioscopie, tout de suite après la parution du livre, j'ai reçu, il avait l'écoute de 3 millions de Français, mais si on écoute une émission qui intéresse, on parle au moins à 2 personnes, ça fait 9 millions. Le lendemain, déjà une semaine de long, j'ai reçu un tel courrier de toutes sortes d'associations, etc., de me réunir à eux. Mais j'ai tout de suite senti que tout le monde voulait atteler l'ange comme un bœuf devant son propre chariot. Se servir de l'ange, et pas pour servir l'ange. Pour faire du commerce? Non, pour faire réussir mieux la propre association de recherche spirituelle. Et là, j'ai un flair très développé, je n'ai pas marché. Mais, Arthas, dont le but est la responsabilité, l'acte responsable dans la vie quotidienne, l'acte librement accepté, mais responsable, aller avec l'acte à son propre sommet individuel, m'a énormément aidé dans ma tâche. Sans Bernard Monteau, qui est... On va montrer sa photo, Bernard. C'est Oui. votre voisin, là. Maintenant, il est mon voisin.
Sans ma... Voilà. Mais donc vous lui donnez le flambeau, vous lui remettez le flambeau, il continue votre tâche. Avec Sans lui, je ne pourrais plus répondre à ma tâche, je ne pourrais plus tenir de conférences. Et déjà, jusqu'à maintenant, jusqu'à mon accident, la plupart de mes conférences en Europe, à l'étranger, en France, ont été organisées par lui parfaitement, parce que je ne pourrais pas tenir une conférence à mon âge et m'occuper aussi de toutes les organisations. Arthas et lui m'ont aidé pratiquement à ma tâche. Ils ont servi l'ange. Ils ne se sont pas servis de l'ange comme tous les autres le voulaient. C'est pourquoi je suis ici. Lita, vous parliez tout à l'heure du personnage qui annonce le printemps, qui a un rôle magnifique, mais qui a la vie dure précisément parce qu'il arrive trop tôt, en plein hiver. Et c'est vous un petit peu ça, non? Vous avez été un peu ce personnage. Nous quatre. Vous quatre, mais vous quatre pendant un moment seulement. Et puis vous toute seule. Mais les autres ont pris la tâche très difficile. Ils sont morts dans un camp de concentration. Moi, je suis restée en vie. Mais vous y travaillez à cette tâche quand même depuis... mais bien sûr. Depuis 1943-44, c'est quand même long. Mais oui. Mais c'est une tâche passionnante. C'est formidable. Mais c'est pas un lourd fardeau quand même? Non. On reçoit les forces toujours pour sa tâche. Vous n'avez jamais reproché à votre ange de vous avoir laissé ce travail énorme? Mais non. Jamais. Je serais frustrée si je ne l'avais pas. C'est passionnant, c'est vivant. Mais votre mission, elle est presque accomplie maintenant, vous avez... On ne sait jamais ce qu'il veut encore. Ce qu'il y a ici dans le scénario. C'est toujours des surprises. On est toujours des surprises, devant des surprises. Et il faut réagir bien à ces surprises. Ce n'est jamais prévisible. Ça sera terriblement ennuyeux si le grand scénario sera visible tout de suite. Il faut être au plus-vif. Comment réagir? Bien réagir. Réagir avec toutes ses forces et toute sa joie. C'est un message de joie possible à tout le monde. Ce n'est plus la pleurnicherie des temps anciens. C'est positif. Comme même la petite Françoise Hardy dit, c'est positif. Quand je vous ai demandé de m'apporter un objet auquel vous teniez, de nous le présenter, j'étais même un peu honteuse de vous demander ça à vous, de parler d'un objet. Mais oui, pourquoi pas? Alors vous avez choisi ce bel objet-là. Oui. Il n'est pas petit, c'est hein? mon coffre de trésor. C'est votre coffre de trésor. Alors c'est un coffre que vous avez... C'est moi qui l'ai peint pour le coffre de mariage, mais c'est aussi un peu le coffre de mariage du ciel et de la terre. Mais c'est bon, on le voit là, coffre de mariage, 1960, l'année à laquelle vous êtes mariée, et puis elle, c'est Lassie, c'est votre mari, c'est G, c'est Guitare. Oui, oui, et c'est mon coffre de trésor. Parce que là, il y a les trésors de ma tâche. Toutes les traductions des dialogues avec l'ange. C'est vraiment ça votre trésor? Oui. C'est ma tâche accomplie. Une de mes tâches accomplies. Dieu sait combien de tâches j'aurai encore. Je sais pas. Mais l'ange, il vous parle encore de temps en temps? Tout le temps? Quand je fais une petite bêtise, je reçois ma petite gifle. Et il vous donne encore des conseils? Oh que oui. Mais premièrement, je dois aller à mon propre sommet. Parce que l'ange, ce qu'il exige très sévèrement, c'est l'indépendance de l'homme, qu'il ne soit pas une marionnette de l'ange, mais notre dignité humaine qui offre en toute liberté son service. Mais quand on vit depuis 1943, on peut le dire, vous avez 82 ans, avec l'ange, avec cette présence presque constante de l'ange, est-ce qu'on n'aspire pas un jour à aller le retrouver quelque part et qu'il n'y ait plus que l'esprit, la matière,
on l'abandonnerait à tout jamais. Non, vous n'avez pas cette envie. Mais c'est justement esprit et matière unis ici et maintenant. Oui, mais la mort, c'est autre chose. Mais c'est mon outil. Si un outil est usé, je change l'outil. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, c'est une illusion. Au moment où je suis consciente que je vis éternellement, où est la mort? Mais moi, je me pose quand même une question. Et si moi, je dis, moi aussi, à quelqu'un qui à l'intérieur me donne des conseils et qui m'aide, mais moi, je ne l'appelle pas mon ange, moi, je l'appelle Dieu. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est complètement égal. Mais pourquoi vous ne l'appelez pas Dieu? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais comme cet être spirituel agit en vous, ça c'est important. Si cet être spirituel vous rend plus conscient de vous-même, vous rend plus heureux, plus courageux, plus responsable de vos actes, plus responsable de vous-même et de l'univers entier, c'est une force divine qui agit en vous. Toutes les dénominations sont complètement égales. Au Japon, on le dit kami. En ancienne Perse, c'est la Daina ou Fravarti. Dans la grecque ancienne, c'était le Genius. Pour Socrate, c'était le daimon. Dans la tradition juive, c'est Malach. Dans la tradition chrétienne, c'est l'ange. Et un journaliste jungien m'a demandé dans une interview récente, est-ce que ce n'est pas la projection de votre inconscient? Mais c'est complètement égal, le nom que vous collez, l'étiquette que vous collez, mais comment il vous influence et vous influence dans votre vie. C'est ça qui est important. Pratique. Toute autre chose est philosophie. Pratique dans la vie, dans vos actes et dans votre propre changement intérieur. Et c'est passionnant et joyeux. Et ça, on l'a remarqué, parce que passionnant, joyeux, ça, on le croit tout de suite en vous écoutant. Vous m'avez dit qu'il y aurait quand même une transformation, bon, peut-être moi, toute l'équipe ici, après cette émission, alors soyez sûrs. On vous en remercie. Et on remercie l'ange aussi, je ne sais pas lequel, mais l'ange. Merci, Guita. Merci.